Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers fait dodo ou de leurs partenaires. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un couple de parents, Émilie et Julien, qui ont pris un temps ensemble pour échanger avec nous par rapport aux difficultés relationnelles qu'ils rencontraient avec leur enfant de 6 ans et demi, Luca, et qui ont vu leur situation se métamorphoser grâce à l'accompagnement de Laurane, conseillère en éducation positive chez Happy Nanny. Je leur laisse la parole pour vous détailler tout ça. Bonjour Émilie, bonjour Julien. Bonjour Aurélie. Bienvenue à tous les deux sur ce nouvel épisode de Allo fait dodo. Je suis ravie de vous recevoir et aujourd'hui nous allons parler d'éducation. Vous êtes les parents d'un petit Luca qui a 6 ans et demi aujourd'hui et vous avez suivi un accompagnement avec Laurane Aliran, donc de la marque Happy Nanny, parce que j'imagine, mais vous allez nous en parler bien sûr bien plus en détail, parce que j'imagine qu'il y avait des nœuds dans le quotidien avec votre petit garçon et que les relations au sein de la famille pouvaient parfois être compliquées. Donc Laurane Aliran, elle est conseillère en parentalité positive, en éducation positive et elle aide justement les familles, alors au travers de suivi ou au travers de consultations, à dénouer ces nœuds-là. Ce que j'aimerais pour commencer, c'est qu'on puisse évoquer un petit peu votre parcours avec Luca, son parcours en tout cas, enfin voilà, les 6 premières années, comment ça s'est passé finalement. Peut-être aussi la composition de votre famille. En fait, n'hésitez pas à me parler de vous, de ce que vous faites, et de la relation que vous aviez avant le suivi avec Laurane, de la relation que vous pouviez avoir à l'éducation au sens large. Alors, donc nous, on est parents d'un seul enfant. On est arrivé ça a parlé de Laurane, parce qu'on était arrivé à un point conflictuel non-stop avec notre enfant, et tous les trois d'ailleurs. Tout était compliqué. Tout était compliqué à la maison, du matin au réveil au soir au coucher. À l'école, ça se passait très bien, mais voilà, c'est une situation qui est montée crescendo. Depuis toujours, c'était un petit garçon qui était assez nerveux. Et en fait, on le prenait de front, alors que maintenant, on a compris que c'était justement ce qu'il ne fallait pas faire. Et Laurane nous a permis de poser des bases pour retrouver une harmonie à la maison, tout simplement, d'être heureux d'être tous les trois ensemble, en fait. Voilà. Okay. Elle nous a donné des clés, en fait. Elle vous a donné des clés. Alors, avant de rentrer dans vraiment les nœuds du quotidien et puis dans les clés que Laurane a pu vous transmettre, ce serait vraiment intéressant que vous puissiez nous dire comment vous abordiez, de prime abord, lorsque vous êtes devenus parents, comment est-ce que vous abordiez l'éducation ? Est-ce que déjà c'est un sujet sur lequel, en tant que futurs parents ou jeunes parents, vous vous étiez posés tous les deux à vous dire, voilà, comment on va faire finalement, parce que l'éducation, ça se construit finalement dès que bébé arrive. Comment vous, même à titre personnel, en tant qu'individu, quelle était votre approche de l'éducation ? Je pense que autant pour Julien que pour moi, on s'était pas forcément posé trop de questions avant d'être parents.
Peut-être encore plus moi que Julien, puisque c'est Julien qui a, qui a fait qu'on a eu un enfant à ce moment-là. Il était très motivé. Moi, je suis devenue maman vraiment en profondeur. J'ai senti le changement au moment où j'ai accouché. La grossesse, je l'ai vécue de manière assez simple. Il ne fallait pas que ça me dérange plus que ça, en fait. Voilà. Et par contre, c'est certain que le jour où j'ai accouché, ça a basculé. Mon monde a basculé. Et je pense qu'on n'était pas prêt. Enfin, moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Donc, bon, après, de toute manière, quand on est dedans, on y va. Je ne me suis pas posé plus de questions après sur le coup. Mais en fait, il y avait tellement de choses à gérer que forcément, comme je n'avais pas réfléchi avant, je n'avais pas le temps d'y réfléchir sur le coup. Donc, c'est le cas, je pense qu'on a commencé à avoir, moi, des nuits sans coupure à partir de 3 ans quand il est rentré à l'école. Jusque-là, j'avais peut-être 4 réveils par nuit. J'ai toujours essayé de le prendre avec bienveillance, mais j'avoue que j'étais très fatiguée, d'autant que j'avais repris mon travail à 100%. Je suis commerçante, donc je travaillais presque 40 heures par semaine à 45 minutes de chez moi. Donc, ça faisait quand même des sacrément grosses journées. Et voilà, pendant des années, j'ai voulu tout gérer. Voilà, je voulais être sur tous les fronts et ça a été compliqué parce que du coup, c'était un enfant qui me demandait beaucoup finalement d'attention parce qu'il a une certaine sensibilité. Et en fait, on n'avait pas pris, je pense, la mesure de ça y est, on est parents, à un moment donné, les priorités changent, quoi. Et vous, Julien, comment vous avez vécu tout ça? Moi, je laissais venir, en fait. J'avais envie d'avoir, que ce soit une fille ou un garçon, peu importe, d'être papa. J'avoue que je n'avais pas spécialement réfléchi à qu'est-ce que ça allait impliquer en termes d'éducation, impliquer en termes de fonctionnement dans la maison, ça oui, d'avoir un enfant, on se doute bien que ça change complètement tout. Mais après, pour la gestion au quotidien, ça a été plus compliqué que ce que je pensais. Donc, après, on s'adapte. De toute façon, et quand on n'y arrive pas, on demande de l'aide. C'est ce qu'on a fait avec Laurent. Donc, moi, personnellement, ça m'a vachement aidé. Mais voilà, c'est difficile d'imaginer en aval ce que ça va être l'éducation, en amont, pardon, ce que va être la parentalité, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a alerté? Vous nous avez dit, Émilie, que c'était finalement monté crescendo. Alors, bien sûr, on peut imaginer que si Luca a mis 3 ans pour faire ses nuits, il devait probablement être aussi très fatigué, ce qui ne devait pas aider dans le quotidien. La dette de sommeil, on le sait, on en parle régulièrement sur le podcast, mais selon les enfants, c'est généralement le cas, ça crée justement beaucoup d'hyperactivité et puis ça peut être très très dur à gérer pour lui dans son quotidien et c'est probablement ce que vous avez ressenti et vécu. Vous avez dit que c'était monté crescendo. Quel a été le point finalement pour vous un petit peu de non-retour où vous vous êtes dit justement, comme vous le disiez Julien, là il faut vraiment qu'on se fasse aider parce qu'on se rend compte que ça déborde en fait, ça envahit trop le quotidien. On faisait que crier. Oui, et puis il n'écoutait pas. On avait des énormes crises de nerfs, grosses crises de nerfs, et moi il me tapait. Voilà, donc j'en étais arrivée à redouter les mercredis, quoi. Parce que les mercredis, je ne travaillais pas et voilà. Donc, il y avait des crises de nerfs pour quoi? Comme vous dites, il y avait des crises de nerfs pour tout. Pour tout et rien. Oui, pour une contrariété. Pour une frustration. Pour une frustration. À la base, c'était ça. Et de toute manière, on avait quand même, depuis quelques années, on avait quand même changé de rythme déjà, parce que faut aussi savoir quand même que Luca, il a eu un problème aux oreilles. Donc, en fait, il n'avait que 50% d'audition dans chaque oreille. Ça, on s'en est rendu compte quand il avait 3 ans et demi. Donc, il s'est fait opérer. Ça l'a transformé quand même. Ça l'a déjà calmé énormément. Et du coup, on a imaginé la frustration qu'il avait en plus parce qu'il était constamment
avec un brouhaha dans les oreilles, comme s'il était sous l'eau. Donc ça, voilà. Et après, moi, j'ai travaillé moins. Je me suis mise à moins travailler en novembre 2019. Donc, en fait, je ne travaillais plus le week-end. Parce qu'étant commerçante, je travaillais toute la semaine, sauf le mercredi, du lundi au samedi. Et là, maintenant, je ne travaille plus les samedis non plus. D'accord. Et vous, Julien, juste en petite précision? Oui. Moi, je travaille du lundi au vendredi. D'accord. Ok. Donc là, vous avez les week-ends complets en famille, du coup. Maintenant, ouais. D'accord. Ouais. Et le matin, il n'a pas de garderie. Et le soir, il en a juste un petit peu. Et quand même, maintenant, on est beaucoup plus en famille. Ouais. On a changé nos priorités. Mais voilà, après, on est arrivé à un point, donc il y avait de la violence physique, verbale. Qu'envers toi. Surtout, oui. Moi, quand j'étais là, ils ne branchaient pas. En fait, on est arrivé. D'accord. Ok, ça c'est intéressant. Du coup, c'était vraiment ciblé sur maman, où les relations étaient très conflictuelles. Et avec papa, ça passait mieux. Ça veut dire quoi? Il écoutait mieux ou ça veut dire qu'il y avait juste moins de crises? En fait, il ne se permettait pas de faire des crises devant moi. Non, maintenant, on a compris pourquoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que Lucas, dès qu'il était avec quelqu'un d'autre qu'avec moi, ça se passait toujours très bien. Et en fait, par contre, une phrase que j'ai toujours entendue, parce que moi, le soir, je rentre à 8h, c'est putain, mais dès que tu arrives, il décharge. En fait, dès que j'arrivais, il déchargeait. Il prenait sur lui toute la journée avec n'importe qui avec qui il était. Après différentes activités, il y avait du bon, du mauvais, mais il y avait beaucoup d'émotions. Et en fait, derrière, il faut décharger. Et la décharge, elle tombait exclusivement sur moi. Donc, année après année, j'imagine que, Émilie, en tant que maman, ça devait être très compliqué. Dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel vous étiez là quand vous avez fait appel à Laurane après? Donc, ça faisait déjà bien 6 ans que la situation durait. Ouais. J'ai déjà fait un petit burn-out professionnel en 2019, avant de bosser moins. Et après, ça allait mieux. Bon, après, il y a eu l'année, en plus, il y a eu l'année Covid quand même. Hein. Et, avec les confinements, vous voulez dire? Oui, avec le confinement. Enfin, bien que on a ça nous a rapprochés. Nous, on a eu un très bon confinement. Ça nous a rapprochés. Parce qu'en fait, c'est là aussi qu'on a compris, qu'on a eu la chance d'avoir cette possibilité, cette bulle de vie. C'est-à-dire que Lucas, d'avoir ses parents pendant 6 semaines avec lui non-stop, il était à fond, quoi. Donc là, ça se passait mieux. Et oui. Et donc, c'est là, après, petit à petit, puisque finalement, Laurane, on a consulté qu'un an après, puisque nous, on n'a eu qu'un confinement. Les autres confinements, avec nos professions, on a toujours bossé. D'accord. Alors, attendez, qu'on puisse juste resituer. Là, nous enregistrons ce podcast en juillet 2021. Quand est-ce que vous avez eu recours à Laurane? On a fait la formation avec Laurane en mai 2021. En mai, ouais. En mai, là, d'accord. Ok. D'accord. Donc là, vous parlez du confinement qui était en novembre. C'est celui-ci dont vous parlez? Non, le tout premier. Ah, le tout premier. C'est le tout premier pendant 2 mois, en fait, là, qui a été assez salvateur. Mais du coup, après le confinement, vous êtes retombé dans le même schéma qu'avant ou alors ça avait quelques bases? On a mis un moment avant. Pendant longtemps, on a été bien. On a été bien juin, juillet, août. Et après, septembre, il est rentré en CP. C'était très bien. On avait même un enfant super calme parce qu'on avait peur que ce soit difficile pour lui de tenir en place. Et finalement, super. Et ça a commencé à redégénérer petit à petit à partir de novembre. Donc, le moment où, en fait, ils sont passés masqués en classe. Ce n'est pas la seule cause, on est bien d'accord. Mais ça a dû accentuer par rapport aux frustrations qui se sont ajoutées. Quoi, hein. Je veux dire, dans l'école, les zones, le masque dans la classe. Et donc, petit à petit, c'est remonté crescendo. Et on a consulté on a eu Laurane en mars 2021 au téléphone. Ouais. Et on a dû patienter presque 2 mois qu'elle soit dispo. Et voilà. Donc, d'accord. Là, vous nous disiez, on criait du matin au soir. Donc, ça veut dire le matin, petit déjeuner, compliqué, l'habillage, compliqué, le bain, enfin, je ne sais pas si c'était le soir ou la nuit. C'était tout compliqué. On partait à l'école déjà, on était tous au bout du rouleau nerveusement. Donc, c'était 8h du matin. Tous les jours. D'accord. Et même
quand il pouvait dormir, il se levait encore plus tôt. Il se levait plus tôt le week-end que la semaine. Presque comme s'il avait vraiment envie de profiter de vous. Il savait que vous étiez là samedi, Ouais, dimanche, il avait vraiment envie d'optimiser sa journée. ça doit être ça. Ça, c'est des choses qu'on a compris, ça. Qu'on ne comprenait pas, avant que Laura elle nous aide, quoi. Alors, peut-être qu'on ne voulait pas comprendre. Ou qu'on voulait pas oui. voir. Oui, il y avait peut-être des petites alertes, mais finalement, c'était compliqué d'assembler les pièces du puzzle, peut-être aussi. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. On va en parler justement de cet accompagnement avec Laurane, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez rencontré, entre guillemets, Laurane, rencontré Happy Nanny? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous en a parlé? Est-ce que vous aviez, vous, fait des recherches sur les relations parents-enfants, sur la communication parents-enfants? Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous avez rencontré Laurane? Comment ça s'est passé finalement? Alors, en fait, c'est une de mes meilleures amies, moi, qui m'a parlé de ce programme parce qu'elle a fait un suivi avec Fedodo pour sa petite. Et donc, elle m'a parlé de Laurane. Après, moi, je lisais beaucoup de livres sur l'éducation positive. D'accord, donc vous étiez déjà dans une démarche où vous aviez conscience qu'il pouvait y avoir plusieurs chemins d'éducation pour les relations parents-enfants et vous souhaitiez aller vers cette éducation positive. C'est plus dans l'application finalement que vous rencontriez des blocages, si je comprends bien alors. Quel livre vous avez lu, Émilie? J'ai lu pas mal de livres d'Isabelle Filiosa, Mon enfant de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans. Plein de livres que nous a dit Laurane qu'on avait déjà. Je vais aller chercher les livres si vous voulez, si tu veux raconter, Julien. Oui, c'est intéressant de les citer, ça donne des pistes pour les parents. Ouais. Je vais les chercher. Ouais. Après, tout ce qu'elle me disait, mon épouse, moi, je ne voulais pas l'entendre. Je ne le comprenais pas, je n'arrivais pas à l'entendre. Il a fallu, moi, que ça soit une personne extérieure à mon cercle familial qui me dise plus ou moins les mêmes choses, hein, parce que peut-être pas avec les mêmes mots, mais qui avait la même finalité, en fait. Mais c'était Laurane qui me disait des choses d'une manière que j'arrivais à écouter, parce que déjà, je voulais l'entendre, mais surtout que ce n'était pas le cercle familial qui me disait comment faire. Donc, c'est différent quand c'est une personne extérieure qui nous met face à la situation, en fait, on va dire. Donc, elle est là pour nous aider et pas pour nous enquiquiner. Et du coup, elle me disait plus ou moins les mêmes choses que ce que ma femme me disait, mais c'était quelqu'un d'autre qui me le disait. Donc, oui, l'intervention d'une personne. Un impact différent. D'accord. C'est très intéressant, Julien. Votre partage est très intéressant parce que c'est souvent le cas, hein, finalement, que ce soit là dans le domaine de l'éducation, mais ça peut être dans bien d'autres domaines où effectivement l'intervention d'une tierce personne, on entend la même chose, mais on le prend différemment. Et finalement, ça permet d'avancer sur le sujet. Vous les aviez lus, les livres? Non, c'était vraiment Émilie qui les lisait et puis qui vous partageait. Ouais. Mais voilà, ça restait très abstrait, si je comprends bien. Je voulais pas l'entendre, en fait. Qu'est-ce qui bloquait pour vous? Qu'est-ce qui était compliqué au niveau de l'approche? J'avais moi reçu. C'était à l'opposé de l'éducation que j'ai reçue. J'ai reçu une éducation un peu stricte, quand même, sans être extrêmement stricte. Avec moi, mon comportement, mon caractère, ça a super bien marché. Moi, tant que je restais dans le cadre familial que mes parents m'avaient, entre guillemets, imposé pour mon bien-être, ainsi de suite. Hein. C'était de la bienveillance, mais c'était un cadre strict. J'avais zéro souci, je pouvais faire ce que je voulais. Hein. Et moi, je voulais reproduire ce même schéma familial avec mon fils, sauf que ce n'était pas le bon schéma familial qu'il fallait pour lui. En fonction de chacun, finalement. Ça avait fonctionné pour vous, ça ne fonctionnait pas pour lui et vous n'aviez pas d'autres clés pour y faire face, finalement. Non, c'est ça, exactement. Ma femme m'a donné des clés, mais je ne voulais pas les entendre. Très honnêtement, hein, je l'écoutais, parce que elle me parle, j'écoute, mais ça rentrait d'un côté, ça sortait de l'autre. J'écoutais pas, quoi. Je faisais des filtres. D'accord. C'est vrai qu'après, l'éducation qu'on a reçue, c'est ancré de façon très profonde en nous, c'est puissant. C'est pas facile de changer de paradigme, de changer de postulat de départ et de s'adapter à un enfant alors qu'on est parti sur un certain chemin. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Du coup, Émilie, est-ce que vous avez retrouvé les titres de livres et les livres que vous aviez lus, justement? Alors, ça peut inspirer les parents qui nous écoutent. Les deux premiers d'Isabelle Filiosa, celui de 0 à 3 ans et de 3 ans à 6 ans, je les ai plus, mais je les ai lus.
Après, chez Isabelle Filiosa, toujours, j'ai Il me cherche. Et comprendre le cerveau de votre enfant entre 6 et 11 ans. Ensuite, il y a Au cœur des émotions de l'enfant, toujours d'Isabelle Filiosa. Et le dernier, c'est Il n'y a pas de parents parfaits. Voilà. D'accord. Donc, et après, là, parce que nous, on est ciblé sur un enfant qui est hypersensible, là, je lis avec lui C'est compliqué de Gabrielle Sébir et Cécile Stanilevitz, qui finalement résume bien toute la formation qu'on a fait avec Laurent. D'accord. Ça permet d'ancrer encore plus ce que vous avez pu apprendre et expérimenter jusqu'à maintenant aussi. Exactement. Après, il n'y a pas de secret. En fait, du moment que Julien et moi, on s'est mis sur la même ligne, en fait, il n'y a plus la faille dans laquelle Lucas pouvait s'engouffrer. Et finalement, même si au début, les premiers conseils que Laura nous a donnés, on s'est dit, mon Dieu, mais ça va être une montagne. Même Lucas, il a été très preneur, quoi. Parce qu'on a fait des changements radicaux. Le problème, c'est qu'Émilie, moi, je la trouvais trop souple. Elle me trouvait trop dure. Et Laurent, elle a dit, vous n'êtes ni trop souple, ni trop dur. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc simplement, on va falloir vous rapprocher tous les deux sur une éducation commune. Et c'est ce qu'elle a fait, parce qu'elle nous a fait remplir des tonnes et des tonnes et des tonnes de documents. Enfin, des tonnes, moi, je m'entends parler, mais on a rempli pas mal de questionnaires au début, ce qui a permis déjà de cibler la problématique. Et après, tous les jours, on avait des fichiers à remplir pour expliquer le quotidien, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, leur resserrer les taux dans ce qu'il fallait rapprocher, quoi, tout simplement. Donc, on est parti à l'opposé pour se retrouver enfin ensemble. Et du coup, Lucas, il s'est retrouvé en lien avec ses parents dans le même moule parce qu'il voyait que tous les deux, on disait la même chose. Ce qu'on disait pas forcément au début. Donc, du coup, c'est ce que disait Émilie, s'engouffrer dans ça. Et du coup, ça faisait des crises parce que moi, je voulais pas lâcher. Émilie, elle lâchait. Et ben là, maintenant, on est tous deux, entre guillemets, dans le même. Vous êtes alignés, vous vous sentez alignés, et du coup, Lucas vous sent aligné, et c'est plus facile de mettre en place des choses. C'est intéressant ce que vous dites, ça fait écho alors je crois que c'était le deuxième épisode que nous avons enregistré avec Laurent, justement sur l'éducation positive, qui s'intitulait Éducation entre souplesse et fermeté. Donc finalement, là, on est en plein dedans. Comment se positionner? Comment faire ce lien entre le cadre qu'on souhaite pour notre enfant et puis la souplesse intellectuelle que ça demande pour les parents, puis la souplesse du coup pour l'enfant. Et là, vous étiez en plein dedans. Alors, on va revenir sur votre rencontre avec Laurent. Donc, vous prenez un rendez-vous. Quelques semaines s'écoulent le temps que Laurent puisse avoir la disponibilité de démarrer ce suivi avec vous. Vous nous avez dit, Julien, que ça commençait par un questionnaire que vous avez rempli pour que Laurent puisse bien sûr avoir connaître tous les tenants et les aboutissants, connaître votre famille, parce qu'effectivement, sans ça, j'imagine qu'elle ne peut pas travailler. Non, et justement, c'est un point sur lequel nous, on a beaucoup travaillé. On a vraiment argumenté tous les points qu'elle nous donnait, et je pense que c'est une des clés principales, c'est de vraiment détailler tout ce qui se passe pour qu'elle, derrière, puisse faire son travail et cibler correctement la problématique. Si c'est juste remplir une phrase pour lui dire, voilà, il se passe ça sert à rien. Il faut vraiment détailler. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Plus Émilie que moi, mais on l'a fait quand même en commun. Mais plus on détaille, plus ça permet à la personne qui est là pour nous aider de vraiment nous aider de cibler la problématique. C'est pas quelque chose sur lequel il faut dire je le fais vite en 2 secondes. C'est un point clé, effectivement, j'imagine. Je me pose une question là en vous écoutant. Est-ce que justement, ce travail que vous avez fait en amont, c'est un travail de réflexion, des questions qu'on ne va pas forcément se poser de façon quotidienne? Est-ce que rien que ce travail, vous avez eu l'impression que ça avait amorcé quelque chose? Oui, indéniablement. Oui, tout à fait. Et je pense même qu'il y a des choses qu'en fait, on ne se disait pas en face parce que déjà, on était quand même hyper tendus. Et ce questionnaire, déjà, je crois qu'on a mis 15 jours à le remplir. Ouais. Déjà, en fait, c'est le début. Enfin, c'est le début du travail. Honnêtement, c'est une grosse moitié, quoi. Je pense que si c'est fait vraiment sérieusement et que l'autre prend en considération, que l'un prend en considération ce que dit l'autre,
il y a déjà la moitié du travail qui est fait, en fait. Sans influencer l'autre dans ses réponses, quoi. C'est chacun ses réponses, chacun doit marquer ce qu'il pense réellement, quoi. D'accord. En fait, c'est pas un questionnaire pour tous les deux. Vous aviez chacun le vôtre. Non. Chaque parent remplit son questionnaire ou alors vous vous êtes posés ensemble pour répondre aux questions? On s'est posés ensemble et on les répondait. En fait, on s'est posés ensemble pour tout ce qui concernait Lucas. Ouais. Après, il y a pas mal de questions aussi sur l'éducation qu'on a reçue et comment on voyait les choses, en fait. Et ça, non, on l'a fait séparément. Donc, il y a des choses qu'on a fait ensemble, des choses qu'on a fait séparément. Après, on s'est demandé l'un l'autre si on pouvait lire ce que l'autre avait écrit, quoi. Et voilà. Et du coup, ça permet quand même de comprendre déjà... ça permet de comprendre des choses que finalement, même si on vit ensemble depuis 10 ans, peut-être des choses sur lesquelles on n'avait pas conscience. Oui, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas avant d'être confronté à la situation, bien sûr, ça s'entend. Vous partiez serein par rapport à cet accompagnement, donc vous en aviez entendu parler par une amie qui avait suivi un accompagnement avec Fedodo, donc pour le sommeil, mais du coup, vous ne connaissiez pas spécialement l'approche exacte de Laurane, vous ne connaissiez pas Laurane. Vous partiez serein. Qu'est-ce qui vous avait rassuré? Qu'est-ce qui avait fait que vous vous êtes dit ça c'est pour nous? Vous l'aviez eu au téléphone avant? Comment ça s'est passé? On l'a eu en mars, on a fait un appel de 20 minutes, je crois. Et donc moi, honnêtement, j'étais tellement au bout du rouleau que j'étais preneuse de tout. Et Julien, par contre, ça a eu une vraie résonance en lui, à tel point que Laurane, à la fin, nous a dit il y a 2 types d'accompagnement. Soit il y a l'accompagnement théorique, en fait, global, où en fait, il y a, je crois, 4 couples de parents. C'est des réunions en Zoom avec plusieurs parents, en fait. Oui, ce sont des ateliers, du coup, qu'elle propose. C'est ça. Soit l'accompagnement personnalisé. Et là, quand on a raccroché, Julien il me dit, on fait les deux. Et j'ai dit, non, on va pas faire les deux. J'ai dit, parce que les ateliers, à la rigueur, j'ai tous les livres. Donc, peut-être déjà commencer par les lire. Et par contre, le personnalisé, en effet, je me suis dit, c'est ça, quoi, qu'il nous faut. Et du coup, moi, j'étais hyper soulagée parce que Julien avait l'air partant. Et voilà. Moi, c'est la douceur de sa voix qui m'a motivé à le faire, sa façon de parler. Et du coup, j'ai trouvé quelque chose d'apaisant dans sa manière de parler. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va le faire. Elle a l'air bien câblée. Et enfin, voilà, j'ai bien aimé le premier feeling que j'ai eu avec elle. Pour moi, c'est très important. Et du coup, après, je lui ai fait confiance. Enfin, voilà, ça sert à rien si c'est le faire payer, mais que ne pas être franc avec elle, ça sert à rien. Donc, du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, on lui dit tout et au moins c'est réglé, quoi. Et d'ailleurs, ça a bien marché. Et du coup, on se lance à fond dans l'aventure. Ouais. Ok, alors, parlez-nous de cet accompagnement. Donc, vous remplissez le questionnaire. Laurane le reçoit, bien sûr. Elle va étudier tout ça, vous lire. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous avez eu à nouveau un rendez-vous? Un rendez-vous de 2 heures, je crois. En fait, le premier rendez-vous, il dure 2 heures. Ouais. Le premier rendez-vous dure 2 heures. Donc, déjà, c'est la première fois qu'on la voit visuellement. C'est la première fois qu'on l'a eu au téléphone. Donc, rendez-vous par Zoom ou rendez-vous en physique? Zoom. Non, par Zoom. On habite à la France par rapport à elle, donc c'est compliqué. Non. En fait, par Zoom. Et elle n'a jamais vu Lucas. Non. Tout ce suivi, parce qu'après, il faut quand même bien être conscient que de toute façon, à cet âge-là, en fait, c'est les parents qui ont besoin de s'aligner, de se remettre en question. C'est pas forcément les enfants, quoi. Donc, elle a jamais vu Lucas. Donc, on a fait un premier rendez-vous de 2 heures où on a discuté de notre questionnaire. On l'a repris point par point, pratiquement. Et elle a commencé à nous donner, un ou 2 premiers conseils de choses à faire, en fait, à mettre en place. Et on a mis en place un tableau Excel pour faire un point jour par jour sur les crises éventuelles qu'il avait pu avoir, ce qui avait pu le déclencher, ce qui s'était passé, comment on avait pu le régler, comment ça s'était terminé, si c'était réglé ou pas d'ailleurs. Pas que sur les crises. Les points positifs aussi, il y avait les deux. En fait, on a rempli un peu les deux. Au début, c'était que pour les points positifs, mais finalement, comme on a rapidement eu des bons résultats quand même, je trouve. On a marqué les deux, on a marqué les points positifs et les points négatifs. Pour lui montrer qu'il n'y avait pas que du positif ou que du négatif. Il y a des choses où lui, il arrivait à se contrôler, entre guillemets, et que ça passait bien.
et d'autres où ça passait pas du tout. Et du coup, en faisant ça, elle a pu, c'est ce que je disais, resserrer les taux pour à chaque fois arriver là où il fallait taper pour arranger et régler la situation, quoi. Ok, donc en fait, si je comprends bien, vous êtes parti de quelques conseils à la base, pas trop, justement pour que ça puisse être applicable directement dans votre quotidien. Et après, ça a été affiné petit à petit, c'est ça? En fonction de ce qui se passait. Combien de temps a duré l'accompagnement? Alors, normalement, c'est 4 semaines, c'est un mois. Après, nous, on a dû faire une pause au milieu parce que Julien est parti en déplacement. Et ensuite, à la fin, Laura nous a gentiment, en plus, offert une semaine parce que c'est ces mots, ça nous a dit, j'ai tellement pas beaucoup travaillé avec vous au début que parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, que je vous offre une semaine en plus. Voilà. D'accord. Donc, ça vous a permis d'approfondir peut-être certaines choses en plus sur la dernière semaine et puis de vous sentir aussi accompagné. Ça nous a détendu, ça nous a permis de la quitter en confiance. Ouais. D'accord. Voilà. Parce que finalement, c'est vrai qu'avant, on s'envoyait donc. En plus donc, il y a un premier rendez-vous de 2 heures. Déjà, on fait un point sur le questionnaire, ça nous fait bien nous remettre en question. Quelques conseils. Après, il y a le tableau Excel qu'on remplit, qu'elle regarde tous les jours. Et on communique avec elle par WhatsApp dès qu'il y a un souci. Et ça, elle nous répond. Du lundi au vendredi, elle nous répond. Et c'est même arrivé qu'elle nous réponde le week-end. Et en plus, par-dessus, une fois par semaine, on a un rendez-vous téléphonique de 30 minutes auquel elle s'adapte très bien. Parce que alors, nous, on a été compliqués. On bossait tous les deux, pas au même endroit. Les horaires, ça divergeait. Donc, du coup, on a quand même réussi à trouver une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, un créneau de 30 minutes. Elle nous a fait des rendez-vous téléphoniques en 3. Et en fait, dans ces rendez-vous téléphoniques, elle nous donnait de nouveaux conseils, de nouvelles clés. Et voilà. Donc, en fait, nous, on a eu un suivi qui a duré à peu près plutôt un mois et demi, parce que je crois qu'on a commencé le 30 avril exactement, et on a fini le 7 juin ou tout comme ça. D'accord. Voilà. Alors, bien sûr, les clés qu'elle vous a données et ce qu'elle vous a expliqué, c'est propre à votre famille, c'est propre à Luca, puisque bien sûr, ça doit s'adapter à chaque foyer. Mais est-ce que, juste pour illustrer un petit peu tout ce que vous êtes en train de nous dire, vous pourriez nous donner un exemple de quelque chose que vous avez mis en place dans certaines situations ou par rapport à certains moments de la journée, bref, quelque chose qui vous vient là en tête et qui pourrait illustrer aux parents qui nous écoutent le changement que vous avez opéré et bien sûr le résultat que ça a eu pour Luca et pour vous. Le plus gros changement, celui qui nous a paru une montagne au début, c'était les écrans. Alors, non pas que Luca faisait des écrans à longueur de journée, mais quand même, il en faisait un peu tous les jours. Et là, en fait, Laura nous a dit, à son âge, c'est 1 heure d'écran par semaine. Et en fait, nous, vraiment, je me rappelle notre tête quand elle nous a dit ça. Il en faisait une demi-heure, 45 minutes par jour. On s'est dit, ça va être l'enfer. Et finalement, alors, de nous-mêmes, on a opté pour 1h30. Donc, on faisait 30 minutes le mercredi, 30 minutes le samedi, 30 minutes le dimanche, avec possibilité de regrouper s'ils voulaient regarder un film. Parce que c'est vrai qu'on est très cinéphile, on adore ça. Mais voilà, donc on est passé à 1h30. Et en fait, maintenant, il s'avère que honnêtement, il passe une semaine sans écran, sans problème. Le changement radical, c'est qu'il s'est remis à se faire des histoires dans sa tête, à jouer avec ses petits jeux. Il joue tout seul. C'est là où on a vu qu'il y a eu un impact énorme sur Luca par rapport aux écrans, c'est qu'il s'est remis à jouer avec ses dinosaures et à s'inventer des histoires, alors qu'il ne le faisait plus. Ça nous a choqué. C'est quelque chose qu'il a quand même travaillé, Luca, parce que je me suis retrouvée à accompagner une sortie scolaire après. Et les enfants qui sont tous venus me voir en me disant c'est vrai que Luca, il a le droit qu'à si peu de télé. Donc, je pense qu'il a dû en parler parce que ça a dû le... Surtout que malheureusement, on est quand même dans une société où les écrans, il y en a quand même partout et que nous, ils étaient en CP, il y en a qui jouent à des jeux comme Fortnite. Donc, on est quand même sur des univers bien différents. Mais il n'empêche qu'il n'a jamais... il n'y a jamais eu de crise violente par rapport au fait qu'il était en manque d'écran, quoi. Donc, je pense que ça, il l'a pris et il était trop content. Parce qu'on lui a expliqué pourquoi. Oui. Laura nous a appris à lui expliquer pourquoi il ne fallait plus qu'il fasse d'écran. Donc, nous, on a été dans la bienveillance, on lui a expliqué. Et du coup, en lui expliquant, en se mettant à son niveau à lui, en lui expliquant avec des mots simples pour qu'il puisse, lui, les assimiler
la problématique de l'écran. Et c'est tout seul, il s'est adapté. Et maintenant, ouais, de temps en temps, il essaye à faire des petites rechutes, mais c'est normal, c'est de son âge. Mais ça. Il teste justement pour voir où est le cadre, j'imagine. Ouais. Si le cadre a changé, on ne sait jamais. On se regarde, non, tu n'as toujours pas compris. C'est gentil, quoi. Les écrans, tu n'as pas le droit, quoi. Même quand on est chez des amis, on dit non, tu joues pas à la console, mais il y a plein d'autres choses, il y a plein de jeux, il y a les extérieurs, vous allez jouer au dehors, vous allez jouer au foot, peu importe, mais pas besoin d'écran, quoi. Quand il y avait des crises avant, quand par exemple il y avait une colère pour le repas, le départ à l'école, etc., comment vous réagissiez et comment vous réagissez aujourd'hui? Déjà, est-ce qu'il y a toujours les crises? Et comment vous réagissez aujourd'hui? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Les crises, il n'y en a plus vraiment. Avant, on le prenait de front. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on prenait tout ce qu'il faisait pour de la provoque. En fait, je crois que c'est ça. Par rapport à votre interprétation, vous voulez dire. Ouais. Okay. La clé, c'est ça. C'est quand on comprend qu'en fait, l'enfant, il n'est pas content de faire une crise, qu'en fait, il ne faut pas croire que c'est de la provocation pour dire je fais ce que je veux. Non, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre que l'enfant, s'il fait une crise, c'est qu'il y a quelque chose, un besoin qui n'est pas respecté. Et je crois que ça, en fait, comme on l'a compris, finalement, quand il y a des crises maintenant, avant, on le prenait de front, on lui rentrait dedans, clairement, chantage, punition, la panoplie, quoi. Et là, maintenant, on va plutôt essayer de comprendre pourquoi. Alors, soit on a besoin d'en discuter avec lui pour savoir ce qu'il y a. Malheureusement, je ne dis pas qu'il n'y a plus de crise du tout. Des fois, c'est déjà trop tard. Quand on commence à en discuter avec lui, c'est déjà trop tard. Dans ces cas-là, finalement, la crise, il faut la subir. Mais ça finit toujours par se calmer et de plus en plus rapidement. Ou alors, il y a des moments où on sait, en fait, de toute manière. On le sait. Si c'est une journée où on tire beaucoup sur la corde en termes d'activité, qu'en plus, il va se coucher tard, parce que du coup, on n'a quand même pas un cadre parfait H24, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, c'est nous qui, du coup, sommes beaucoup plus tolérants, en fait. Parce qu'on le savait. C'est normal qu'il y ait une crise à ce moment-là. C'est normal qu'il y ait une décharge. Voilà. Quand vous dites que vous êtes plus tolérant, est-ce que ça veut dire que vous dites oui à tout ou est-ce que ça veut dire que vous acceptez le fait qu'il fasse on est plus tolérant dans le fait de recevoir ses émotions et pas dans le fait d'être laxiste. Bien au contraire, on est toujours pas dur avec lui, mais on veut garder un cadre familial correct, tout ce qui va avec. Sauf que maintenant, on arrive à encaisser plus ses émotions et à essayer de le comprendre. Et quand il fait des grosses crises, qui lui arrivent encore, on le laisse faire sa crise parce qu'à un moment donné, il faut qu'il décharge. Et ensuite, on va en discuter avec lui. Et dans la discussion, machin, aussi, là, tu avais besoin de t'énerver pour ça. Tu ne peux pas venir nous le dire? Ouais, c'est vrai, la prochaine fois, je viendrai vous le dire. Et au fur et à mesure, les crises, elles diminuent, elles sont moins récurrentes. Et au fur et à mesure, tout le monde va mieux, quoi, tout simplement. Ok. Émilie, Julien, c'est super intéressant. De discuter avec vous de tout ça et puis en plus chacun avec votre approche et en plus c'est vrai que là Luca il a 6 ans et demi donc il est vraiment dans la communication justement avec vous, c'est pas comme un tout petit par exemple d'un an et demi ou de 2 ans avec qui ça peut être plus compliqué en termes de communication verbale, j'entends. Et là nous allons tout doucement vers la fin de cet échange mais pour que vous puissiez nous parler aussi de vous, votre ressenti par rapport à tout ça. Votre ressenti émotionnel, donc là, vous m'avez dit que vous étiez beaucoup plus dans l'accueil des émotions de Luca. Est-ce que vous, en tant que parent et en tant que couple aussi, c'est plus facile au niveau des émotions? Est-ce que vous avez eu l'impression, pour le dire autrement, que cet accompagnement a eu aussi une répercussion sur votre gestion à vous des émotions? Oui, carrément. Complètement. Déjà, moi, j'ai repris confiance en mon mari, en fait. Parce que du coup, Luca ne décharge plus exclusivement sur moi. Et ça, c'est... Franchement, je suis beaucoup plus reposée. Et oui, du coup, on parle beaucoup plus... individuellement, on parle beaucoup plus de nos émotions. Parce que moi, c'est peut-être moi encore qui avait le plus de mal à exprimer mes émotions. Parce que moi, j'ai grandi dans un cadre familial qui ne l'a pas forcément permis. Mais là, c'est vrai qu'on est bien équilibrés tous les trois, quoi. C'est pas parfait, ça ne le sera jamais. De toute manière, c'est pas le but. Mais on est reposé, on est serein. Moi, le principal effet, c'est que je me suis rapproché beaucoup plus de mon fils, quoi, en fait. Oui. Je rejoue avec lui, on se fait des câlins,
on se fait des batailles de coussins. Ça, les batailles de coussins, c'est Laurent qui nous l'a dit. Et maintenant, il ne veut plus s'arrêter d'en faire. Ça permet de lâcher tout ce qu'il a, en fait. Ça a été un des moyens, une des clés qu'elle nous a donné justement pour qu'il se lâche et tout. Mais moi, ça m'a beaucoup rapproché de lui, quoi. Énormément même. Mais vous avez un lien maintenant. Maintenant, on a un lien. Ils ont un lien tous les deux, qu'ils n'avaient pas en fait. Il aime venir passer du temps avec moi, ce qu'il ne faisait pas avant. Je pense qu'il a confiance en toi aussi maintenant. Oui, peut-être. C'est intéressant ce que vous dites parce que du coup, avant, vous nous disiez là au tout début de notre échange que finalement, quand vous étiez là, Julien, entre guillemets, il se tenait à carreau. Donc en fait, il vous voyait un peu comme le garant de l'éducation et des règles. Il n'y avait pas cette relation père-fils comme vous l'entendiez, il y avait juste une relation d'obéissance, si je comprends bien. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui s'est construit au fil des mois. Tout à fait. D'accord. Et la violence physique, Émilie, dont vous parliez, le fait qu'il puisse vous taper ou avoir une violence même verbale vis-à-vis de vous, ça a disparu? Ça a pratiquement disparu. D'accord. Quand il y a une grosse crise, quand même, quoi. Donc, mais bon, c'est tellement minime par rapport à avant que ça va finir par se régler. Ça, oui, et puis j'imagine que Laurent vous a dit que ça prenait peut-être aussi du temps parce que là, vous avez commencé un suivi, il avait 6 ans, donc il y avait quand même des choses qui étaient profondément ancrées à la fois en vous et en lui. J'imagine qu'il faut plus de temps que quelques semaines pour que tout ça se défasse complètement et que vous partiez sur des nouvelles choses. Peut-être que si on en reparle dans un an, ou même avant, mais ça aura complètement disparu. Non. Oui. Et déjà là, sur nos amis proches, qui ont quand même, même pas forcément la même manière de voir l'éducation que nous, mais on a eu des retours comme quoi, alors des gens qui ne savaient pas forcément qu'on avait fait ça, qui ont vu les changements, surtout entre Julien et Lucas en fait, mais qui ont vu les changements quoi. Lucas de toute façon il est métamorphosé, En fait, on s'est adapté à lui et on a essayé de comprendre ce que lui ressentait, qu'on n'essayait pas de comprendre. On voulait lui imposer notre éducation sans essayer de comprendre ce qu'il avait. Et du coup, maintenant qu'on lui impose, entre guillemets, notre éducation, mais qu'on essaye aussi à comprendre ce que lui ressent et pourquoi il est dans cet état-là, ça fait que maintenant, on arrive à discuter et que tout va mieux, quoi. C'est ce qu'on ne faisait pas et qu'on fait maintenant. Ouais, vous avez fait chacun un bout de chemin l'un vers l'autre, en fin de compte. Tout à fait. Oui, complètement. Ouais. Une dernière question, Émilie, pour vous, par rapport à ce que vous disiez là, il y a quelques minutes en arrière, vous disiez que dans le cadre familial dans lequel vous avez été élevé, il n'y avait pas forcément une place énorme pour l'expression des émotions, et pourtant vous étiez dans une démarche d'éducation positive. Pour vous, qu'est-ce qui vous poussait vers ça? Parce que justement, dans l'éducation positive, justement, c'est ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure, hein, c'est qu'on est vraiment dans l'accueil des émotions, dans la recherche de compréhension des émotions, mais aussi dans l'expression des émotions pour justement qu'on puisse se sentir bien aligné, bien équilibré, bien serein. Et j'ai l'impression comme s'il y avait deux choses un petit peu antagonistes. Qu'est-ce qui vous a fait ce déclic pour aller vers autre chose? Le fait de n'absolument pas vouloir reproduire ce que j'ai connu parce que j'avais pas envie ni de violence ni de non-gestion des émotions parce que c'est ça en fait. Moi j'ai grandi un petit peu là-dedans quoi, hein, entre un peu de violence et un peu d'effusion. Enfin, j'avais un parent qui était plutôt violent et un parent qui se tenait pas du tout en termes d'émotions, qui se débordait non-stop. Donc, moi, plus jeune, je me suis fait une belle carapace et j'ai grandi comme ça. Donc, c'est très bien parce que je m'en suis bien sortie. Mais j'aimerais que notre enfant ait confiance en nous, en fait. Chose que moi, j'ai pas eu et je voudrais surtout pas reproduire la même chose avec mon fils, en fait. C'est avec notre fils. Ce qu'on fait maintenant, on aura un retour quand il sera plus grand, en fait. Parce que là, il commence à mieux se sentir et quand il sera plus grand, s'il a un souci, il viendra vers nous tout seul parce qu'il sait qu'il aura confiance en nous et qu'il pourra discuter avec nous de tout et de rien, hein, mais il sait qu'on sera là pour lui et qu'il n'y aura pas de jugement ou quoi que ce soit, il viendra vers nous. Et du coup, on dépense maintenant pour gagner dans le futur.
parce que ça nous demande de l'énergie, ça nous demande pas mal de choses maintenant, mais dans le futur, il sera plus calme, plus apaisé, et du coup, on sera plus calme et on gagnera dans le futur, en fait. D'après ce que vous nous dites là depuis tout à l'heure, finalement, vous y gagnez en sérénité à court terme et en plus, à moyen et long terme, vous êtes très confiant aussi. Et j'aime beaucoup quand vous dites que vous investissez pour le futur. Je trouve que ça pourrait être un très joli mot de la fin. À moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose, Julien ou Émilie, est-ce qu'il y a un autre message que vous souhaiteriez faire passer aux parents qui nous écoutent pour conclure cette interview? Je pense que le plus dur, c'est de se remettre en question. Mais une fois qu'on l'a fait, la mise en place des choses peut paraître un peu compliquée, mais c'est tellement de bonheur derrière et de bénéfices, et c'est tellement facile derrière que je conseille à tout le monde. La vie peut être belle à 3. Enfin, à 3, à 4, après, ça dépend du nombre d'enfants que les gens ont, mais la vie de famille peut être belle. Voilà. Superbe. Super. Julien, Émilie, mille merci. Vous vous êtes libérés tous les deux un temps pour échanger avec moi aujourd'hui, pour partager votre expérience aux parents qui nous écoutent. C'est vraiment super. Je vous en remercie. C'était très intéressant d'avoir vos deux points de vue, la façon aussi dont chacun vous avez vécu cet accompagnement et puis votre feedback aujourd'hui. Donc vraiment un grand merci. Et puis bien sûr, je vous souhaite que ça aille de mieux en mieux et que ça dure le plus longtemps possible, malgré toutes les épreuves qui vont arriver année après année, parce qu'effectivement, il y a des challenges à chaque fois. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Laurane. Merci à Laurane et merci à vous pour le podcast. Ça peut aider les parents, c'est bien. Bonne continuation à tous les deux et à tous les trois avec Lucas. Ouais. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuse. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'Univers Fedodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu ? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo Fedodo.